Nous sommes le 27 octobre 1962 et depuis 13 jours dure la crise des missiles de Cuba, le paroxysme de la guerre froide. La civilisation humaine n'a certainement jamais été aussi proche de l'extinction que ce jour-là. Au matin, un avion de reconnaissance U-2 piloté par le commandant Rudolph Anderson Jr. est abattu au-dessus de Cuba alors qu'un autre s'était perdu aux abords de l'espace aérien soviétique. Alors que les tensions montaient, un destroyer américain, le USS Bill, lâcha des grenades sous-marines sur un submersible soviétique. Le personnel du navire américain ignorait que le vaisseau ennemi était équipé d'un missile nucléaire. En face, le capitaine soviétique ignorait que les grenades ne causaient pas de dommages, mais avaient seulement pour but de les forcer à faire surface. Lorsque d'autres navires vinrent soutenir le destroyer, le capitaine conclut que la Troisième Guerre mondiale avait démarré. Acculé, il ordonne de préparer un tir du missile nucléaire sur l'USS Randolph, le porte-avions supervisant l'opération. Afin d'être tiré, une mesure de sécurité nécessitait cependant l'accord des 3 officiers supérieurs. Si l'avis du 3e officier n'est pas connu avec certitude, Vassili Arkhipov refusa de donner son consentement. Ce refus est très certainement ce qui a permis d'éviter une 3e guerre mondiale et probablement empêché vos parents ou grands-parents de mourir. La question se pose cependant forcément des conséquences qu'aurait eu le tir du missile nucléaire sur l'USS Randolph. Et c'est ici qu'entre en jeu la notion d'équilibre de la terreur, souvent plus connue sous son nom anglais de MAD pour Mutually Assured Destruction. MAD est une doctrine de stratégie militaire relative à la dissuasion nucléaire. Elle affirme que l'utilisation de l'arme nucléaire à grande échelle provoquerait la destruction mutuelle des opposants, à l'époque les États-Unis, face à l'URSS. Le but de chaque partie est alors d'acquérir suffisamment d'armes de destruction massive afin d'annihiler l'ennemi. En obtenant une position où elle peut détruire son adversaire, la partie assure sa survie. Le problème de cette doctrine est qu'elle repose sur une rationalité complète des parties et une absence d'erreur de celle-ci. Quand on sait que le président Jimmy Carter avait oublié les codes nucléaires dans le costume qu'il avait envoyé au pressing, on peut se poser des questions sur ce dernier critère. Mais c'est bien le cumul des deux qui est dangereux. Le 27 octobre 1962, le commandant soviétique ne souhaitait pas déclencher une guerre nucléaire. Pourtant, un déficit d'information ainsi qu'une incompréhension de la situation dans chacun des camps a failli mener à l'usage de l'arme nucléaire. Le même sous-marin qui permettait le maintien du statu quo est celui qui a été proche de le détruire. Si les événements qui auraient suivi le tir de la torpille soviétique sont forcément incertains, de nombreuses informations révélées après la fin de la guerre froide permettent d'envisager un scénario probable de réponse à la destruction de l'USS Randolph. Il est important de considérer qu'à l'époque, les USA détenaient environ 26 000 armes nucléaires contre seulement 3 300 pour l'URSS. Le Royaume-Uni était le 3e détenteur de l'arme avec 300 ogives. Les États-Unis auraient frappé Moscou en premier afin d'éliminer le commandement ennemi, rapidement suivi par la baie des Cochons à Cuba où se trouvaient des armes soviétiques. Nikita Khrouchtchev et la première ligne de commande de l'URSS sont massivement éliminés par les frappes sur le Kremlin et une part importante de l'état-major du Parti communiste est disparue. La mort des dirigeants empêche toute possibilité de négociation et de désescalade. Les officiers russes sont alors confrontés au choix de tirer ou non. Conformément à la politique nucléaire soviétique, une riposte nucléaire massive est mise en œuvre. Le refus de certains officiers d'ouvrir le feu ne réduit que de façon minime l'ampleur de l'attaque. Toutes les villes européennes de plus de 1 million d'habitants sont rasées de la carte. Sur l'espace Pacifique, les forces américaines en Corée et au Japon sont éliminées. Toutes les villes importantes de la côte ouest sont visées et les plus grandes villes majoritairement éliminées. La côte est est relativement épargnée à cause d'un manque de portée des armes à longue distance soviétiques qui était la raison même de leur présence à Cuba. Après avoir remarqué l'attaque, malgré la destruction du commandement soviétique, les tirs américains sont alors étendus à toutes les grandes villes de l'URSS ainsi qu'à des infrastructures stratégiques, notamment les centrales nucléaires et les barrages. Si l'on en croit Daniel Ellsberg dans son ouvrage The Doomsday Machine, les États-Unis possédaient un seul plan en cas de guerre nucléaire jusqu'au début des années 60. Un plan très simple qui consistait d'abord en l'atomisation de toutes les cibles militaires et villes soviétiques importantes. Il comprenait ensuite une destruction identique, en Chine, y compris si la Chine restait pacifique et n'avait rien à voir avec l'attaque nucléaire, ce qui était le cas en l'espèce.
À l'époque, le bloc communiste était encore considéré comme une seule entité, même si le Parti communiste chinois commençait à montrer ses divergences avec son allié soviétique. Une part des cibles aurait alors été les grandes villes et le commandement communiste chinois. C'est relativement négligeable à ce point, mais les leaders anglais auraient également ordonné l'usage de leurs armes nucléaires. Les cibles soviétiques, européennes auraient été frappées. Le nombre exact de victimes est évidemment impossible à déterminer, mais il est envisageable qu'un tiers des 3 milliards d'humains de l'époque ait disparu dans un tel affrontement. Plusieurs points de l'opposition que l'on vient de détailler soulignent les problèmes de la dissuasion nucléaire. Son objectif principal est de convaincre la partie adverse de ne pas attaquer au risque de subir une contre-offensive fatale. Pourtant, en sachant cela, il devient encore plus important d'être le premier à frapper. En effet, si l'on suspecte que l'ennemi s'apprête à tirer, faire feu avant lui peut permettre d'éliminer certains points militaires stratégiques et donc réduire les dégâts subis en représailles. Il est également possible d'éliminer des figures centrales parmi les dirigeants ennemis, et ainsi semer le chaos dans son camp, ce qui laissera plus de temps pour continuer l'offensive. Dans le cas de figure présenté, les Américains ont cherché à éliminer la menace directe de Cuba, et le commandement adverse, sans considérer qu'en faisant cela, il détruisait toute possibilité de retour en arrière. C'est d'ailleurs cette réalisation qui mena à la création du téléphone rouge. C'est ce qui nous mène à un second point, les erreurs. C'est un point souvent sous-estimé car les théories stratégiques considèrent souvent un comportement robotique de la part des parties. J'ai déjà évoqué l'oubli des codes nucléaires par Jimmy Carter, mais il y a à mon sens un exemple plus frappant encore. En 1985, l'URSS a créé le système Perimeter, autrement connu comme la politique de la main morte. Cette stratégie était simple. Des capteurs présents sur le territoire soviétique remarquaient une attaque nucléaire et envoyaient l'information à un bunker souterrain secret où des officiers étaient alors chargés d'utiliser l'intégralité de l'arsenal nucléaire. Seul le chef du parti possédait un bouton capable d'arrêter sa mise en œuvre. Cette tactique est encore plus forte que le déploiement de sous-marins capables de tirer des armes nucléaires longue distance. D'abord parce que la menace est plus grande pour l'attaquant. Ensuite, parce que cette politique réduit drastiquement l'intérêt d'éliminer la chaîne de commandement ennemie, puisqu'elle est la seule à pouvoir empêcher le conflit nucléaire. Le seul problème est que les leaders soviétiques n'ont pas informé le camp occidental de l'existence de cette dernière ligne de défense. La conséquence est double. Les risques d'un conflit nucléaire étaient plus grands, mais en plus, cette augmentation des risques n'améliorait pas la force de dissuasion, puisque l'adversaire ignorait son existence. Je suis toujours frappé par l'incohérence de ce choix, pourtant crucial. Enfin, la simple possession de l'arme ne suffit pas à en faire une arme de dissuasion. Il faut que l'ennemi pense qu'il y aura une riposte, et que celle-ci la blessera gravement. C'est une nuance qui possède son importance, et qui a mené tous ses possesseurs à développer un arsenal suffisamment important en fonction des menaces qu'ils redoutaient. Mais la question des cibles était tout aussi importante, et même plus encore pour les pays avec un arsenal restreint. Derrière les deux superpuissances, les rares pays qui possédaient l'arme nucléaire n'avaient pas d'autre choix que de menacer directement les villes de tous les pays qui les attaqueraient. Avec un arsenal nettement inférieur et surtout une surface souvent bien plus grande à viser, seule la menace d'un effondrement du régime suite à une attaque nucléaire de grande ampleur permettrait de les maintenir à l'abri. Le général de Gaulle avait par exemple clairement indiqué vouloir infliger une blessure mortelle au pays qu'il attaquerait. L'objectif consistait à viser notamment les barrages, les centrales d'énergie, mais surtout plusieurs dizaines de villes de l'attaquant. Cette politique n'a pas changé jusqu'à la fin des années 2000, où le langage est devenu plus ambigu. Le président Macron a expliqué en février 2020 que la France n'hésiterait pas à faire une frappe d'avertissement finale afin de rétablir la dissuasion nucléaire. Le changement de formulation est probablement dû au fait qu'il est plus compliqué d'assumer de viser des populations civiles aujourd'hui que durant la guerre froide. Il n'est donc pas surprenant de voir que toutes les puissances nucléaires refusent désormais de prononcer clairement une telle menace. L'administration Obama était même allée jusqu'à dire qu'elle ne viserait pas les villes d'un attaquant avec des armes nucléaires. Le diable se trouve cependant dans les détails, et la formulation choisie n'excluait pas la possibilité d'une contre-attaque sur des villes étrangères si des villes américaines venaient à être touchées. L'administration Trump a d'ailleurs gardé la même position. La réalité est donc qu'un conflit nucléaire toucherait aujourd'hui nécessairement les principales villes des deux camps. Malgré le désarmement nucléaire continu de l'URSS et des USA, la puissance de chaque bombe est aujourd'hui incomparable avec celle des années 50. Et une telle attaque
causerait sans aucun doute bien plus de décès et de dégâts. Un affrontement nucléaire serait donc catastrophique pour la civilisation humaine. Pourtant, il est improbable que cet événement cause l'extinction de l'espèce humaine, contrairement à ce qui est parfois prétendu. Les conséquences que nous connaissons sont l'impact de l'arme elle-même, les radiations et les modifications climatiques. Il reste important de considérer que nous en ignorons peut-être certaines, l'hiver nucléaire n'ayant par exemple été compris que dans les années 80. Les explications que je vais donner sur ces 3 points sont très résumées, et si vous voulez rentrer dans les détails, je vous renvoie vers un post sur le site Less Wrong que je mets en description et qui pousse très loin la réflexion. En premier lieu, les dégâts directs ne suffiraient pas pour une raison simple. Il n'y a jamais eu assez d'armes nucléaires pour parvenir à viser toutes les populations de la planète. Aujourd'hui, il ne serait possible de toucher que 20% des zones urbaines mondiales. Cela engendrerait certainement des milliards de morts, mais moins de la moitié de la population humaine. Au-delà de cela, un conflit nucléaire ne toucherait probablement que l'OTAN, la Chine, la Russie et peut-être le Moyen-Orient. L'Afrique, l'Océanie ou encore l'Amérique du Sud survivraient donc certainement sans être impactés. Pour les radiations, le problème est le même. Le nombre d'armes est insuffisant, mais en plus la zone irradiée est relativement limitée par rapport à la taille totale de la planète. Seulement 20% de la masse terrestre serait touchée si toutes les conditions s'alignaient parfaitement. Sauf qu'avec de nombreux facteurs incontrôlables, comme la météo, on voit rapidement qu'une extinction de l'espèce humaine ne pourrait venir de ce facteur, même cumulé au premier. Enfin, le risque de changement climatique est souvent présenté comme le plus grave dans le cas d'un hiver nucléaire. Les températures de l'hémisphère nord, qui serait celui principalement touché, pourraient chuter de 30 degrés l'été, changeant complètement les modes de vie et de production du jour au lendemain. Un des auteurs d'une des principales études sur le sujet ne considère cependant la probabilité d'une extinction de l'espèce humaine dans de telles conditions qu'entre une chance sur 10 000 et une chance sur 100 000. Pour autant, j'ai de plus en plus l'impression que le plus grand facteur allant contre la possibilité d'une extinction est l'improbabilité du conflit nucléaire lui-même. Depuis les années 50, au moins 12 situations ont été rapportées où l'on en est passé presque aussi près que le 27 octobre 1962. L'espèce humaine aurait ainsi eu énormément de chance en esquivant des catastrophes qui auraient condamné son progrès pendant des décennies, voire des siècles. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il s'agit uniquement de chance. Les théories du jeu définissent de façon rationnelle les comportements attendus dans le cadre de la dissuasion nucléaire, mais alors qu'ils ont eu de nombreuses possibilités de mettre leurs menaces à l'action, aucun État n'a jusqu'ici mis en œuvre la réponse nucléaire. Les théories du jeu définissent de façon rationnelle les comportements attendus dans le cadre de la dissuasion nucléaire, mais alors qu'ils ont eu de nombreuses possibilités de mettre leurs menaces à l'action, aucun État n'a jusqu'ici mis en œuvre la réponse nucléaire. Régulièrement, l'intervention d'un nombre très restreint d'individus a empêché l'éclatement de ces cycles de destruction. Peut-être que mis face à l'extermination de centaines de millions de personnes, un instinct de survie ou une perte de rationalité s'enclenche chez les individus afin d'empêcher une mise en danger de l'espèce entière.